La culture, c'est comme la confiture. Et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et dans ce podcast, La culture en action, on a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises, du coup, qui rayonnent, en interne comme en externe. Et ces pépites qu'on a la chance de rencontrer, on veut vous les présenter. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Frédéric Lanier, le CEO et fondateur de Pentalog. Pentalog, c'est une plateforme de services agiles qui met à disposition de ses clients des équipes d'ingénieurs et de développeurs de classe mondiale. Une entreprise qui a connu une très belle croissance et qui continue et dont va nous parler Frédéric. Alors Frédéric, aujourd'hui, il arbore fièrement son t-shirt « Qui ne tente rien, dort bien ». Et il va, avec sa parole spontanée et authentique, nous partager un certain nombre de ses convictions et de l'histoire de son entreprise. Merci d'être avec nous. Merci pour cette introduction. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, première question, évidemment, pour te présenter, on va commencer par une métaphore. Alors, le pentalogue, c'est une figure géométrique. Hein. Si tu devais être une science, tu serais laquelle et pourquoi ? Je serais une science très expérimentale, basée sur la découverte, plus que sur les théorèmes et les axiomes. Je serais sans doute, j'essaierais d'être la science de l'agilité, par exemple. Disons la science des organisations. Voilà, je serais la science des organisations. Science des organisations, organizational science, une science qui a le vent en poupe en ce moment. Alors justement, avant qu'on parle de l'organisation, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et puis la genèse de Pentalog et du coup son évolution au fil des années, parce que là vous arrivez à l'âge très mature de presque 30 ans d'existence. Ouais, écoute, oui, c'est un parcours qui a l'inconvénient d'être trop long déjà, sans se sentir nécessairement vieux, mais ça, faut dire que ça a démarré alors qu'on était encore étudiants, mes 4 cofondateurs et moi. Le Pentalog venait du fait qu'on était 5 au départ, tout simplement. Et alors qu'effectivement l'entreprise a connu tout le long de sa vie une croissance organique. Je crois qu'on a fait un exercice historiquement en contraction. Je crois que c'était après l'année 99. En fait, dans l'année 99, on avait eu notre siège avait été détruit par la fameuse tempête du 26 décembre 99 et ça nous a mis vieux couler à les oreilles. Et c'est la seule année où on a été en contraction du chiffre d'affaires. Toutes les autres ont été des années de croissance presque toute organique ou en presque totalité organique, c'est-à-dire que les acquisitions ont joué un rôle relativement faible à l'intérieur de ça. Et alors qu'on aurait pu se dire il y a un petit moment que c'était bien, pourquoi pas arrêter là ou je sais pas quoi. Non, au contraire, on est reparti à l'abordage d'une nouvelle aventure. On a fait rentrer un fonds américain, certes minoritaire, mais un fonds américain très actif chez nous, et dans le but de redonner encore une grosse vague de croissance à la boîte. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qui, selon toi, explique cette longévité, puis surtout cette constance de votre croissance, et pourquoi aussi décider maintenant de redonner un coup d'accélération? Parce que, en fait, quand j'ai dit que j'aimais les organisations, c'est très marrant parce que dans ma vie personnelle, je pense être quelqu'un d'extraordinairement désorganisé. Mais j'ai la passion de ça. J'aime bien souffrir comme mec. Non, mais j'ai une vraie passion du raffinement de ce qu'on fait. J'aime bien quand les choses tendent vers une forme de le mot perfection serait tellement prétentieux, tellement inadapté parce que ça n'existe pas. Mais tente vers une forme de, tu vois, le truc bien huilé, tu vois, bien rodé, tu vois, quelque chose qui soit élégant par sa simplicité et qui avance tout seul, qui marche tout seul, qui tend au mouvement perpétuel, tu vois, quelque chose qui grippe pas. Et en fait, ça explique la longévité parce que chercher ça, c'est long. Tu vois, trouver une machinerie commerciale qui fonctionne toute seule. Comment on fait pour faire ça, pour avoir un truc qui marche tout seul?
comment on fait pour avoir une machine de recrutement qui marche toute seule dans un monde dans un monde qui est complètement fou en ce moment sur ce sujet-là, tu vois. C'est pas évident. Eh ben, en fait, toutes ces années, ce que j'y ai trouvé, c'était le fait de s'approcher de ça jusqu'à faire de Pentalog quelque chose qui ne serait plus une entreprise de services numériques, comme on dit en France, mais quelque chose qui serait une vraie plateforme digitale de support aux entreprises digitales. Voilà, c'était ça, quelque chose qui serait lui-même intensément digitalisé dans le sens de la qualité, de recrutement de ses équipes, de la qualité de sélection de ses clients et de la qualité d'exécution de ses prestations. Voilà. Donc effectivement, vous avez créé cette machinerie qui marche un peu toute seule avec ce focus sur la qualité. Alors on va parler justement un peu de votre culture. Déjà, donc tu parlais d'organisation. Dès le départ, vous avez mis en place une organisation très décentralisée avec cette notion d'agile au cœur, hein, des communautés, etc. Et le choix de pas avoir justement de grosses fonctions centralisées, RH, etc. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ce choix d'organisation? Alors bon, l'agilité on n'en parlait pas vraiment en 93. Je pense qu'on l'a recherché. Je pense qu'on a fait partie des gens qui ont participé par leur approche des marchés d'ingénierie. Je pense qu'on a participé à la construire. En revanche, la notion est devenue très claire à partir de 2007, 2008, 2009. On avait déjà on avait beaucoup de déploiements, tu vois. Donc c'est quelque chose d'assez ancien chez nous. Et effectivement, on a trouvé là-dedans deux ou trois choses essentielles. L'agilité, entre guillemets, bien ordonnée, est porteuse de croissance. Et ça, c'était nécessaire pour nos ambitions. L'agilité est porteuse d'empathie, et l'empathie rend les gens heureux, elle crée de bonnes relations. Et donc, ce qui signifie que tu vas pouvoir, en fait, ça va te servir de framework de croissance sans souffrance. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait pour nos ingénieurs, pour nos clients et pour nous-mêmes aussi, c'était un environnement de grosse ambition, mais dans lesquels comptait le fait de réduire la souffrance réelle des équipes de développement pendant toutes ces années-là, des relations épouvantables qui souvent existaient entre clients et fournisseurs, de l'esprit de menace qui régnait perpétuellement dans ce secteur. C'est quelque chose dont on ne voulait plus. Et on a trouvé dans l'agilité une composante essentielle qui était deux composantes essentielles qui étaient l'ambition et la responsabilité d'un côté, et l'empathie dans les relations d'un autre. Voilà. Et ça nous a permis de croître fortement tout le temps, sans à-coups, tout en délivrant toujours plus de qualité. C'est-à-dire que Pentalog est une entreprise qui a fait sa croissance sans jamais céder sur le terrain de la qualité. Je dirais même au contraire, on a tendance à l'améliorer encore tout le temps, encore aujourd'hui. Alors justement, dans ce que tu mentionnes par rapport à l'agilité, tu parles d'un certain nombre de vos valeurs que vous avez mis en œuvre. Donc vous avez, dès le départ, hein, là également, mis en œuvre 6 valeurs qui sont effectivement liées à cette philosophie de l'agilité. Est-ce que tu peux nous parler de ces 6 valeurs et de comment vous les avez à la fois choisies et puis derrière, comment est-ce que derrière elles se mettent en œuvre? Je pense que les notions de valeur d'entreprise sont pas celles que les patrons décident, sont celles que les salariés ressentent au quotidien et que les clients ressentent. C'est-à-dire que ce sont eux les vrais destinataires des décisions qui sont prises par les managers et les boards des entreprises, et c'est eux qui doivent dire si ces valeurs sont atteintes ou non. Mais effectivement, si je prends par exemple transparence, je peux le mettre en parallèle de empathie, par exemple. Ça, je trouve que c'est très très intéressant de faire ça, de fonctionner par couple de valeurs, parce qu'en fait, la transparence peut potentiellement faire mal, sauf si elle vient dans l'empathie. Tu
tu vois. Et donc je pense qu'effectivement idem sur l'honnêteté, par exemple, que tu pourrais mettre en face d'une valeur du genre ambition, par exemple. L'ambition est une valeur seule, elle est catastrophique. Pondérée par l'honnêteté, ça devient formidable. L'honnêteté tout seul, ça pourrait peut-être être insuffisant. Voilà. Donc on essaye de fonctionner comme ça et de faire en sorte que ces valeurs soient soient en fait des drivers des drivers de la croissance pour nous-mêmes et pour les gens qui composent cette entreprise, parce qu'on a des besoins qui sont résolus, enfin qui sont vraiment très élevés, tu vois. En ce moment, dans un marché un peu foufou, on doit recruter pour nous-mêmes ou pour nos clients environ une centaine de personnes par mois, du top niveau, comme tu l'as dit. On ne prétend qu'à délivrer du top. En gros, les leads des 5% des meilleurs ingénieurs développeurs du monde doit se retrouver, doit être à l'aise dans Pentalog, tant par les types de projets qu'on leur donnera que par les collègues qu'ils auront, que par les clients auxquels ils parleront. Et ça, tu ne l'obtiens que dans le respect de ce qui est vraiment important pour toi et que tu fais ressentir. Et tu as dit, tu as parlé du cadre en disant tout à l'heure, et j'ai pas répondu, je m'en souviens, sur le pourquoi toujours pas de DRH dans cette entreprise. Eh bien, parce que justement, on aime bien que les valeurs, que l'esprit lean, que l'esprit agile, que l'empathie remplace, entre guillemets, le besoin de fonction RH. C'est-à-dire que quelque part on trouve ça dans l'air que l'on respire, que d'abord les relations soient bonnes entre les gens, que d'abord les projets soient intéressants, que leur accomplissement soit qu'on leur donne le tempo par la célébration des succès, des différentes étapes. Et je pense que dans ce cas-là, il y a beaucoup moins besoin de créer des cadres, de faire beaucoup de communication et de tam-tam RH. Voilà, je suis pas très soirée, cuisine. Tu vois, c'est pas mon truc. Je pense que voilà, faut faire attention, faut pas galvauder ces valeurs dans trop de tam-tam, quoi. Ouais, tout à fait. Et comme tu dis, il faut les vivre au quotidien, mais les vivre dans le concret, c'est-à-dire les vivre dans les projets qu'on va faire, le type de personnes avec qui on va travailler, les relations qu'on va avoir. Tu parlais beaucoup, justement, quand on avait échangé ensemble de cette qualité des relations que vous essayez de mettre en œuvre. Ouais, tout à fait. Quand tu demandes, en fait, quand tu regardes ce que les gens aiment dans ce qui les intéresse dans une entreprise, pourquoi ils iraient dedans, pourquoi ils y resteraient, en fait, ils vont évidemment te parler de la rémunération, et ceux qui t'en parleront pas sont des coquins qui veulent faire bien. La rémunération est bien sûr un facteur déterminant, mais la suite c'est en fait l'intérêt de ce qu'ils font. L'intérêt des projets auxquels ils participent. La suite, c'est la qualité des relations dans l'entreprise et le point sur leur capacité à grandir dans cet environnement. Le reste, c'est vraiment du nice to have, tu vois. C'est vraiment après, quoi. L'essentiel, c'est ça. Si t'atteins pas ça, je vois pas pourquoi se battre sur le reste. Et effectivement, la relation dans tout ça est clé, parce que les environnements de projet sont des environnements d'inconfort par définition. C'est-à-dire que on décide de faire quelque chose ensemble qui n'existe pas. On va avoir besoin d'un Big Bang pour faire exister un truc qui n'existait pas, alors que peut-être on faisait autrement. Pourquoi on continue pas comme avant? Et ça, c'est relativement inconfortable. Et tu vas avoir autour de ce projet des parties prenantes. Il y avait ceux qui avaient pas envie du projet, il y avait ceux qui le voyaient autrement, il y avait ceux qui le voyaient plus ambitieux, il y avait ceux qui trouvent que on va y laisser les deux bras. Il y avait ceux et avec tout ça, à un moment donné, il faut réussir, grâce à l'empathie et la qualité des relations, à ce que tout le monde travaille ensemble. Si tu réussis à imposer la qualité de relations dans une entreprise, tu résous une grande partie des problématiques d'hyper-rotation, quoi.
Mm. Et ça, justement, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans vos communautés en particulier pour permettre cette qualité des relations, ce maintien de la qualité des relations? En fait, il faut au moment où tu recrutes les gens, Mm. il y a une première partie qui se joue vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire que Ouais. nous, on cherche des gens qui ont 3 dimensions. On cherche des gens qui ont une vraie qualité de dimension technique. Il faut pas que ce soit des charlots, quoi. Parce que si finalement on introduit des charlots dans les équipes, on va introduire des risques, et les risques vont corrompre les chances de réussir et donc l'atmosphère. Donc il faut prendre des gens extrêmement solides, testés sur leur qualité technique. La deuxième chose, c'est que il faut qu'on prenne des gens qui connaissent, soit qui connaissent déjà très bien, soit qui ont une très grosse appétence, très forte appétence pour découvrir l'agilité. Et donc idéalement une bonne connaissance des pratiques agiles. Et la dernière, c'est d'être un excellent team player. Et bien entendu, on va passer par des. Alors moi, je suis pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait du recrutement à part de cadres de haut niveau, mais au fond, on va passer par des. On va établir en fait. On a d'un côté des questionnaires techniques relativement automatisés qui sont très vraiment basés sur beaucoup de data au départ. Puis des entretiens qui vont tester le candidat sur sa connaissance de l'agilité qu'on va coter très précisément. On va lui poser des questions qui vont nous montrer vraiment très très vite c'est quelqu'un qui connaît bien l'agile, et on va également observer, lui poser des questions sur ses qualités de team play. On va bâtir un profil avec ça. Si tu as des gens qui regroupent ces 3 choses, il y a peu de chances que les projets se passent mal, et c'est la première chose à faire. Et je pense que beaucoup trop d'entreprises recrutent d'une manière relativement dilettante encore sur les aspects techniques, Ouais. relativement dilettante sur l'environnement, sur les qualités de travail en agile, et in fine, on n'a pas une bonne équipe, quoi. Ça fait pas une bonne équipe. Donc, Mm. je sais pas comment te dire. Sur le a posteriori, on fait pas grand chose. Si tu as recruté les bonnes personnes, que tu Ouais. leur as donné le bon projet, alors bien sûr qu'on les accueille, bien sûr qu'on continue à aller toujours plus loin dans l'agilité. On est très pionniers, hein. On a toujours été très 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 pionniers dans les pays où on est installé. On est souvent vu comme parmi les entreprises les plus agiles qui délivrent vraiment les très bons projets. Et donc on est une entreprise de service qui recrute aussi facilement qu'un éditeur, si tu veux. Euh, D'accord. Ouais. mais, euh, euh, mais in fine, on continue à donner de la formation, et on continue en tout cas à coacher sur l'agilité et à chérir cette chose-là et l'empathie. Quand quelqu'un commence à montrer des comportements peu empathiques, on lui propose de repenser à tout ça, et généralement ça marche parce qu'il a été recruté Mm. en raison de ses bonnes capacités à jouer en équipe. Oui, c'est-à-dire vraiment que vos valeurs, justement, la notion de collaboration, d'empathie, d'excellence, de confiance, etc., se retrouvent Voilà, directement tu as dans le entendu recrutement l'excellence et dans la donc, partie technique, mais on ouais, l'entend partout. Mais souvent, effectivement, on va parler d'élite ou d'excellence sur la technique, mais en fait, elle est partout. Qu'est-ce que c'est que le fait de savoir travailler, en agile? C'est le fait, en numéro un, c'est le fait que chacun puisse, devant l'équipe, prendre la parole pour dire ce qu'il a fait, où ont été ses points de difficulté cette semaine, etc., dans les fameux stand-up, dans les fameux rituels, euh, que chaque personne assume sa part de responsabilité dans la vélocité qu'a délivré l'équipe. Il y a des datas derrière. Il y a vraiment des datas. L'agilité, c'est pas qu'un état d'esprit. Il y a des datas. Il y a donc un sens des responsabilités. Et donc, c'est pour ça que ça se mesure relativement bien la connaissance d'un individu sur ce sujet-là, parce qu'il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'il est très très facile de déterminer l'intimité qu'a une personne avec ça,
et de savoir si il a vraiment travaillé vraiment beaucoup déjà dans des environnements de ce genre. Est-ce qu'il a plutôt tendance à se cacher? Est-ce que c'est un développeur qui a plutôt tendance à se cacher, ou est-ce que c'est un développeur qui a plutôt tendance à se montrer, etc. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais je sens bien que voilà, tu voudrais qu'il y ait quelque chose après, une secret sauce qu'on amène qu'on amène après, un élément magique. Mais fondamentalement, il y en a pas. Il faut, si tu te dis je vais recruter les meilleurs du point de vue de la pratique software, tu peux proposer ça à tes clients. Donc tes clients vont venir avec les meilleurs projets. Et tu vas faire rencontrer les meilleurs projets aux meilleurs clients. Tu vas avoir des gens qui vont adorer travailler ensemble, qui ont besoin l'un de l'autre et qui vont adorer travailler ensemble. Et tu vas pas rentrer dans un truc où le truc de la SS2I classique à l'ancienne, j'ai ce gars-là qui est en intercontrat, faut que je le mette sur ce projet-là, même s'il va pas très bien, etc. Avec nos clients, c'est juste impossible de faire ça. Ouais. Nos clients sont d'un tel niveau de professionnalisme et d'exigence que c'est absolument impossible. Du coup, vous avez aussi une forme de sélection de vos clients et des projets chez vos clients? Sélection, je sais pas, mais ça c'est quelque chose qui peut nous amener effectivement parmi ce qui compte, et disons que c'est un peu la mission de l'entreprise qui va sélectionner les clients. Il y a des choses qu'on veut pas faire. Il y a des choses qu'on veut pas faire parce qu'on veut pas faire souffrir nos collaborateurs. On veut pas qu'ils se dévalorisent à travailler chez nous. Donc effectivement, on va pas aller prendre la grosse maintenance bancaire à l'ancienne parce qu'on n'a pas envie de faire ça chez nous. On va pas. On a été plus que sur la transformation digitale. On fait de la transformation digitale pour quelques clients, mais on a été, nous, beaucoup plus avec ceux qui étaient les révolutionnaires digitaux, que ce soit des entreprises américaines, que ce soit des entreprises européennes, françaises. On a souvent travaillé avec des gens qui étaient les premiers de cordée digitaux, pour reprendre une expression plus récente en France. Et on a appris avec eux comme ils apprenaient avec nous. Et effectivement, on a été très à l'aise avec ces digital natives qui partageaient ce besoin d'agilité, qui en fait souvent ils prononçaient pas, c'était comme nous au départ, on prononçait pas le nom, mais c'était ce dont on avait besoin. Puis de plus en plus le nom s'est imposé, la discipline entre guillemets est apparue, et on a pu parler sérieusement d'agilité comme étant la manière d'interagir dans des environnements de R&D très complexes, extrêmement mouvants, où les objectifs peuvent changer extrêmement vite et rapidement. C'est vraiment pas du bullshit. Et du reste, j'ai tout à l'heure cité l'expression transformation digitale, qui est plus celle qui s'applique aux grands comptes qui venaient d'une autre histoire que celle des digital natives. Et en fait, ces entreprises-là, moi, je leur rappelle souvent, quand je suis en face d'elles, qu'elles réussiront pas leur transformation digitale sans transformation agile. Ouais. C'est rechercher quelque chose d'impossible, et souvent leurs pratiques budgétaires, leurs pratiques RH, leurs pratiques, etc., les contraignent à faire quelque chose qui va entre le simulacre d'agile et le demi-agile, quoi. Le demi-agile, c'est mieux que le simulacre d'agile, mais c'est toujours pas suffisant, quoi. Pour avoir un vrai devenir digital où on va délivrer de la valeur digitale en continu, et on va être en recherche absolument en continu, et pas en stop and go budgétaire, blabla, contrat, voilà. Alors justement, tu parlais de votre mission, hein, vous affichez effectivement sur votre site, hein, cette notion d'ouvrir la voie pour un meilleur futur, avec pas mal d'actions que vous faites. Justement, toi, comment est-ce que tu vois un peu le futur de l'entreprise? Tu parles de développement éconologique. Ouais. Tu parles de l'entreprise en général avec un grand E, tu me parles pas de celle que je dirige. Oui, l'entreprise en général, justement, tu parles de ces entreprises qui sont dans la transformation, et justement, où est-ce que selon toi elles doivent aller?
En fait, c'est plus ou moins vrai selon les cas, mais selon les secteurs. Mais il est évident que ce que nous venons de vivre et vivons encore avec la pandémie a provoqué une accélération digitale sans précédent qui, à mon avis, nous fait rentrer même dans la disruption de l'entreprise. Beaucoup, on a d'abord dit que c'était les équipes digitales qui seraient les plus concernées historiquement par le télétravail, et puis les équipes marketing. Puis aujourd'hui, en fait, c'est à peu près toutes les équipes tertiaires et toutes les entreprises tertiaires qui sont potentiellement concernées par cette disruption. C'est ma vision des choses. Je comprends bien que je m'engage. J'avais aujourd'hui un déjeuner avec quelqu'un qui dirige une très grande entreprise que je respecte énormément et qui me parlait de la nécessité de faire revenir les gens dans les murs. Moi, je crois que les fonctions tertiaires des entreprises, que ce soit de l'ingénierie, du commerce, n'importe quoi, vont tout simplement décider aujourd'hui, parce que pour faire, en ce moment, on se réveille un peu. On se réveille dans un monde, enfin on est dans un monde incroyable quand même. Il y a 2 ans, c'était pas il y a 2 ans, il y a 1 an et quelques, on savait pas si c'était bientôt le collapse économique absolu. Et on se réveille avec 6% de croissance. Je sais pas si tu vois, mais donc on est passé de -9 à +6, et l'année prochaine sera encore une année d'hypercroissance, et avec des phénomènes de disruption à l'intérieur des secteurs qui sont presque complètement condamnés, et d'autres qui sont en train de délivrer des croissances à quasiment 2 chiffres. Des secteurs entiers qui délivrent à 2 chiffres de la croissance. Donc, l'entreprise au milieu de ça, je pense qu'elle est globalement et forcément disruptée. Dans sa fonction d'accueil, dans sa fonction de socialisation, dans sa fonction, même dans ses fonctions de delivery, on voit que nous, on sait très bien qu'on a, on va pas se cacher, on a gagné en productivité à être tous remote. Et puis en ce moment, on est en train de faire des tentatives de disruption de la disruption. On se rend compte que en recréant des moments de rencontre, on recrée encore plus de valeur. Mais il faut pas revenir à avant. Il faut qu'on tire les enseignements de la baffe qu'on a prise et du fait que effectivement, il y a des secteurs qui sont en train de délivrer des croissances à 2 chiffres tout entiers et qui doivent être inspirants pour tout le monde. Et je pense que ça s'appelle soit c'est soit la fin en fait d'une révolution industrielle, c'est-à-dire que la révolution digitale avait commencé il y a longtemps, mais la productivité digitale n'en finissait pas d'arriver, et d'un seul coup, en 1 an, elle est arrivée tout d'un coup. Ouais. Les économistes voient ça. Hein. Ce que je dis là, les économistes disent ça. Et puis d'un autre côté, il y a cette évidence que si moi je veux faire revenir tous mes collaborateurs, alors que on a étudié le fait, par exemple, tu parlais d'excellence, de la valeur d'excellence, on a étudié le fait que plus des collaborateurs étaient excellents, et plus ils avaient d'appétence pour le work from home et work from everywhere. Tu vois? Ouais. Et donc c'est quand tu reposes là-dessus, et en ce moment en fait tout le monde repose là-dessus. L'entreprise en risque de disruption, elle repose sur ces gens excellents. C'est ces gens excellents qui peuvent bâtir l'architecture de cette nouvelle entreprise. Donc je pense qu'on on est dans un moment de très 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 grand changement pour les entreprises. Peut-être, je sais pas, on peut difficilement parler de ce qui était avant, mais je pense que c'est encore plus fort que l'email et le browser, tu vois, ce qui s'est passé. Ouais. Et je pense donc que ça nous ramène plutôt au moment du commencement du Fordisme ou des choses comme ça. Je vois ça aussi violent que ça. Ouais, donc une révolution effectivement très profonde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles de la notion de disruption plutôt dans le mode d'organisation, le mode de travail, la transition digitale, la transformation digitale. Et par ailleurs, vous avez aussi une forme d'engagement sociétal assez fort. Paradoxalement, même si vous n'êtes pas effectivement avec un énorme bureau, une assise physique très présente dans un endroit, vous avez dans chaque communauté et dans les communautés virtuelles aussi des formes d'engagement assez fortes.
avec le partage de votre connaissance, divers et projets. c'est beaucoup nos équipes qui le décident et qu'on D'accord. soutient. Justement, c'est-à-dire qu'en fait, les formes d'engagement du groupe sont beaucoup le résultat d'initiatives locales. On a des régions où on est plus ou moins présent et où effectivement, alors on est effectivement très très présent dans l'éducation dans des zones un peu difficiles de l'Europe. En particulier, effectivement, on va aider des jeunes à avoir un accès accéléré on va dire à tout ce qui est l'univers de la création digitale. Quoi qu'aujourd'hui, pour nous, ça a été beaucoup axé sur la programmation, mais on a quand même maintenant des dizaines et des dizaines de gens qui font que du UX, du UI et qui pourraient aussi être sollicités en ce sens. Il me semble pas qu'on ait fait ça encore. Mais c'est un sujet. Mais on a également des collaborations. On a également beaucoup de collaborations à caractère plus médical dans des zones pareilles où tu sais, on a beaucoup été chercher des développeurs excellents en Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est, c'est un monde extraordinairement particulier aujourd'hui. C'est justement sur le plan de la création digitale, c'est parmi ce qui se fait de mieux au monde. Hein. Faut quand même le dire. On est surpris du nombre d'unicornes créées par les pays de l'Est. La plus grosse d'Europe est justement roumaine, a été justement créée en Roumanie. Aujourd'hui, je parle de UiPath. Et donc, et en même temps, dans ces pays-là, on n'a pas créé d'hôpitaux, par exemple, dans ce pays qui est la Roumanie depuis 1989, depuis la Révolution. Et c'est fou, hein. Et donc, ça veut dire que il y a des choses qu'il faut aider. Ce sont des pays qui ont un degré de justement, par exemple, de savoir-faire digital qui est incroyable et qui peinent. Et pour certains, ils peinent, pour presque tous en fait, ils peinent à se construire des vraies infrastructures. Donc, ce qui fait qu'il faut aider les systèmes tout le temps. Voilà. Donc effectivement, on participe à des choses comme ça. Je pense aussi qu'on a eu d'autres formes d'engagement qui étaient complètement inhérentes au cœur de l'entreprise, à la vie de l'entreprise, mais qui pour moi sont essentielles. Il y a environ 7% des Pentaguys qui aujourd'hui ont du capital de leur entreprise. On est 1200, donc ça commence à faire un petit peu de monde tout de même. Et on a une entreprise non cotée, donc quand tu es coté, tu peux organiser très facilement un grand moment autour de ça. Nous, on fonctionne par momentum comme ça aussi, mais c'est quand même un petit peu plus difficile, étant non coté. Et en fait, on a mis des choses comme ça en place parce que ça nous semblait essentiel par rapport aux valeurs de l'entreprise. On peut pas créer de la valeur sans jamais la partager, quoi. Voilà. Ouais. Et vous avez aussi cette forme de partage de votre connaissance. Vous organisez énormément de meet-up. Ah ouais. Mais je sais même pas le chiffre par an. Tu vois, j'ai aucune idée. C'est un métrique que j'ai perdu de vue. Je sais que je l'ai connu à un moment donné, mais je pense qu'on a eu quelque chose comme jusqu'à 2 meet-up par semaine en cumulant tous les endroits qu'on avait partout dans le monde. Donc, plus de 100 par an. Je sais qu'on a fait certaines années à plus de 100 et je sais pas où on en est exactement avec en ce moment avec tout ce qui se passe, mais on continue à en avoir. On a des pintabars qui sont en ligne et on a accueilli des milliers et des milliers de personnes là-dedans. On a eu des très très grands intervenants, des plus grandes licornes européennes qui sont venues s'exprimer à l'intérieur de nos programmes. Effectivement, autour du partage de la connaissance, on a eu des gens de l'ingénierie, de boîtes absolument incroyables. Voilà.
très grosses fintech britanniques. J'ai peur de dire les noms parce que il y en a eu tellement que je voudrais pas me tromper entre des gens qu'on a pensé inviter et des gens qui sont venus finalement. Mais des noms que vous connaissez dans la banque en ligne, les meilleurs du monde, etc. Ouais. Voilà, il y en a qui sont venus. Et ce sont justement que des événements ouverts à toute votre communauté, enfin ouverts à tout l'extérieur. Oui, alors la notion de communauté pour nous, c'est la notion de communauté, elle est vraiment très vaste parce qu'il y a les communautés autour des endroits où historiquement on était implanté. Il y a la communauté des utilisateurs des robots d'évaluation de compétences Skill Value. Je sais pas si tu sais, mais Skill Value c'est une technologie qui appartient à Pentalog. C'est un des plus gros moteurs d'auto-évaluation de compétences techniques mondiaux. On a eu, je sais pas combien on en est. Je sais qu'on est en millions de tests de toute façon passés sur la plateforme. Donc les gens qui ont passé des tests chez nous, on se sent un petit peu un devoir à leur égard de les inviter à ces événements, de garder le lien avec eux pour les aider à toujours mieux anticiper, valoriser, voir vers quoi ils doivent se diriger, le faire reconnaître sur les robots Skill Value, et voilà. Donc ça, oui, c'est très important pour nous. Tous ces gens-là, on sent un devoir de les inviter parce que pour les aider à identifier où ils doivent aller maintenant, ce qui est bon pour eux, et puis en parlant avec les meilleurs, et puis ensuite aussi en les aidant à le faire reconnaître, pour le mettre en marché, pour défendre leurs compétences, parce que les développeurs, on le sait pas toujours, les ingénieurs, pas seulement les développeurs, tous les ingénieurs du digital, et ça comprend les ingénieurs de l'interface, les UX designers. Pour moi, ce sont des ingénieurs, ils utilisent des data pour faire ce qu'ils font. Tous ces gens aujourd'hui, il est difficile d'imaginer à quel point ils travaillent. Ils travaillent aujourd'hui, peut-être qu'on peut les voir comme des privilégiés dans le sens où ils font partie des gens qui surfent sur le haut des tendances à l'augmentation des salaires, mais en même temps, il y a très très peu de communautés professionnelles qui travaillent autant à la construction de sa valeur. Donc c'est pas par hasard, quoi. Ce sont des gens qui ils rentrent du boulot, ils regardent encore, ils apprennent encore, voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir le plus grand respect pour ça, et si vous voulez les attirer, il faut effectivement leur montrer des choses intéressantes et vraiment leur expliquer pourquoi ils viendraient chez vous. Tout en leur permettant d'avoir une bonne qualité de vie, donc en particulier avec cette flexibilité que vous offrez de pouvoir travailler n'importe où pour un certain nombre d'entre eux. Absolument. Tu sais, là on est dans je vais te dire un petit secret qui va être qui donc sera diffusé. Mais il est sûr que tous les CEO se cherchent en ce moment autour de tout ça. Moi, j'ai fait le tour. On a fait des sondages, on a parlé avec les gens, on a vu que faut pas se leurrer. 80% des gens veulent venir au maximum 2 jours. Quand on regarde, c'est entre 0 et 1 jour qu'il y a le plus de monde. Donc se dire qu'on va les faire revenir 3 jours par semaine, même 2 jours, c'est beaucoup. Enfin voilà. Donc je pense que tout ça. Mais en même temps, si tu veux, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mettre de la disruption dans la disruption. C'est-à-dire que on a vu que les moments de rencontre étaient très valorisants, que nos middle managers, qui sont des gens extrêmement importants, parce qu'on est dans une société dans laquelle il y a énormément de freelancing, mais le freelancer est quelqu'un sur lequel l'entreprise ne se consacre pas beaucoup, ne lui donne pas beaucoup d'attention. Le freelancer n'a pas de collègues, il n'a pas d'environnement autour de lui. Et pourtant, on doit délivrer des trucs complexes. On doit délivrer des projets complexes. Donc, les entreprises de création qui sont spécialisées dans la construction des produits ont de très très beaux jours devant elles, en fait, même s'il y a cette disruption de l'environnement. Et en fait, nos middle managers à l'intérieur de tout ça sont des gens absolument clés. Ce sont eux qui fabriquent ce lien et cette relation dont on a parlé tout à l'heure, qui est la future qualité du produit. Et ces gens-là, ils nous disent,
qu'ils ont besoin de voir un peu leurs gens. Alors moi, j'ai proposé un truc qui était tout simple, qui était de dire, ok, nous, on va vous appeler un jour par semaine de votre choix entre le mardi et le mercredi, par moitié. Alors attention, tout ça s'entend hors Covid. Si évidemment on est en pic Covid, on peut pas. Donc évidemment. Et je leur ai aussitôt dit qu'il s'agissait d'un test et que s'ils n'en voulaient pas, ça marche comme ça marche aujourd'hui. Voilà. Donc ce n'est qu'un test, mais a priori ça réagirait, semble-t-il, plutôt bien. C'est-à-dire que tout le monde semble plus ou moins s'entendre sur la réflexion et sur le fait que effectivement il faut faire exister, si on est dans une entreprise, c'est on doit participer à la création de la maison commune, quoi. Et sinon, parce que sinon on peut être freelanceur, quoi. Et donc si on est là, c'est un peu pour ça, et il faut que la maison commune soit en mesure soit forte, soit puissante pour vous défendre, pour vous donner les meilleures choses à accomplir, sache bien vous rémunérer, etc. Ouais. Donc du coup, c'est une fois par semaine, la moitié de l'équipe qui se réunit physiquement. Ouais, voilà, 2 jours sur 2 jours, une moitié. Alors ça serait ça parce que ça n'est pas commencé, puisqu'on n'est pas dans des situations, on est en test, 2, on n'est pas dans des situations Covid égales partout sur la planète. Mais j'ai dans une conférence, en fait, je fonctionne par conférence de temps en temps, et dans une qui a eu lieu la semaine dernière pour les Européens, je leur ai présenté cette idée-là. D'accord. Alors, pour conclure, merci pour tout ce partage. C'est effectivement passionnant de voir à quel point vous avez poussé le modèle agile et puis à quel point vous êtes pionnier sur l'entreprise du futur. Alors, si tu devais donner un conseil justement à un dirigeant pour mieux se préparer à cette transformation inéluctable, qu'est-ce que tu lui dirais? Un seul conseil, je lui dirais de se pencher un grand coup sur les sciences de la complexité, de l'étude de la complexité. Je lui dirais de potasser vraiment tout ça, parce qu'on est dans un moment de disruption. Donc, comme on est dans un moment de disruption, il faut se préparer à tout, et on ne sait pas comment les choses vont se reconfigurer, quand, etc. Et on est de toute façon, on est passé dans une économie on est dans une économie en réseau, où on ne sait pas quel sera le partenaire qu'on va identifier extrêmement vite, comment il va jouer un rôle, etc., etc. Donc moi, je me pencherai très fortement sur l'étude des sciences de la complexité, et 2, sur le déploiement. Je mettrai toute mon énergie sur le déploiement de l'agilité, non pas simplement pour construire des produits digitaux, mais pour gérer mon entreprise. Nous l'avons appliqué. Nous avons appliqué tout à la fois un framework de management qui s'appelle Zone Management. Nous avons généralisé l'agilité dans toutes les dimensions de l'entreprise, même la finance, même absolument tout. Et voilà, je lui recommanderais de déployer l'agilité, les OKR, et d'être capable de se reconfigurer à tout instant, parce qu'il est conscient des incroyables mutations de l'environnement. Super. Merci beaucoup pour cette histoire et ces partages très riches. On vous souhaite du coup une belle croissance pour les événements complexes à venir, et voilà, continuer à diffuser cette belle toutes ces voies que vous explorez et que vous partagez avec vos communautés. Merci encore pour ce moment. Merci à toi, Hélène, et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.